Préparez-vous à voir votre perception de l'amour, de l'engagement et même de vos propres désirs voler en éclats. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi le mariage, tel que vous le connaissez, est une prison psychologique méticuleusement conçue, façonnée par des siècles de force inconsciente. Freud appelait cela le « retour du refoulé », où les exigences de la société transforment nos instincts les plus profonds en chaînes. À la fin de cet exposé, vous remettrez en question tout ce que vous pensiez savoir sur les relations amoureuses. Le mariage nous est présenté comme l'acte ultime du libre arbitre, une union sacrée, un choix né de l'amour. Mais que se passerait-il si votre décision de vous marier n'avait jamais été vraiment la vôtre? Et si, dès votre naissance, des fils invisibles vous avaient tiré vers l'autel, tissant à travers vos fantasmes d'enfance, votre conditionnement culturel et même vos peurs les plus refoulées? Freud appelait cela la compulsion à répéter, cette pulsion inconsciente qui nous pousse à revivre les traumatismes et les schémas du passé, habilement déguisés en choix. Considérez ce fait effrayant, une étude publiée en 2017 dans le Journal of Family Psychology a révélé que les hommes qui ont grandi avec des parents divorcés avaient 43% plus de chances de divorcer eux-mêmes. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que leur inconscient associait l'amour à l'instabilité. Et voici le rebondissement le plus sombre, Freud pensait que nous ne recherchons pas le bonheur, mais la familiarité, même si cela nous détruit. Repensez à votre premier souvenir d'amour. Était-ce Disney? Un prince sauvant une princesse? Un geste romantique grandiose? Ce ne sont pas des histoires innocentes, mais des schémas psychologiques. Dans Civilisation et ses discontentements, Freud affirme que la société réprime nos instincts primaires, agressivité, liberté sexuelle, et les remplace par des substituts symboliques comme le mariage. L'alliance n'est pas seulement un bijou, c'est un carcan recouvert d'or, un moyen d'apprivoiser l'esprit sauvage et agité des hommes pour en faire des pourvoyeurs prévisibles. Mais c'est là que cela devient troublant. Dans l'Europe du XIXe siècle, les mythes du « mariage par enlèvement » étaient monnaie courante, des histoires de chevaliers conquérant des épouses par la force. Freud affirmerait qu'il ne s'agissait pas seulement de contes, mais de projection du désir refoulé de domination de la psyché masculine, un désir si dangereux que la civilisation a dû le purifier en le transformant en cour. Revenons à aujourd'hui, le mariage moderne n'est qu'une capture par la paperasserie. Le frisson a disparu, mais le piège demeure. Avez-vous déjà entendu parler du lien traumatique? C'est lorsqu'un otage commence à sympathiser avec son ravisseur. Appliquez maintenant cela au mariage. L'étude de cas de Freud sur l'homme au loup a révélé comment les traumatismes de l'enfance façonnent les relations adultes. Cet homme, terrifié par les loups dans ses rêves, s'est retrouvé plus tard dans un mariage malheureux, incapable de partir parce que son inconscient avait associé l'amour à la souffrance. Voici une vérité brutale, les hommes ne tombent pas amoureux, ils tombent dans des schémas. Une étude publiée en 2020 dans le Personality and Social Psychology Bulletin a montré que les hommes sont plus susceptibles d'épouser des femmes qui ressemblent à leur mère, non pas physiquement, mais dans leur dynamique émotionnelle. Si votre mère était autoritaire, vous rechercherez une femme autoritaire. Si elle était distante, vous rechercherez des femmes froides. Freud appelait cela la compulsion de répétition. Un marionnettiste silencieux qui tire vos ficelles. Parlons du piège du pourvoyeur. Dans la Rome antique, un homme pouvait divorcer de sa femme en disant simplement « Uchab », ce qui signifie « prends tes affaires ». Pas de tribunal, pas de pension alimentaire. Aujourd'hui, une simple signature peut vous asservir à vie. Aux États-Unis, 73% des divorces sont initiés par les femmes, et les hommes perdent en moyenne 30% de leur patrimoine net après le divorce. Freud appellerait cela l'agressivité sublimée, le système juridique agit comme un père castrateur, punissant les hommes qui osent vouloir leur liberté. Mais la vraie question est, pourquoi les hommes continuent-ils à signer? Parce que le mariage n'est pas un contrat, c'est une hypnose. Dès leur naissance, les garçons sont nourris du mythe selon lequel leur valeur est liée au fait d'être un mari, un père, un homme bien. Dès que vous remettez cela en question, la société vous manipule, vous avez peur de vous engager. Non, vous avez peur d'être enterré vivant dans le fantasme de quelqu'un d'autre. En 1920, Freud a traité un soldat atteint de névrose de guerre, un homme qui revivait sans cesse les tranchées dans ses rêves. Le remède? L'homme a dû affronter le fait que la guerre lui manquait. Pourquoi? Parce que dans le chaos, il se sentait vivant, dans la paix, il se sentait vide. Maintenant, posez-vous la question, la chasse vous manque-t-elle? L'incertitude, le frisson brut et sans filtre de la liberté? Ce n'est pas de l'immaturité, c'est votre inconscient qui crie pour être libéré.
Mais que se passe-t-il si l'amour lui-même n'est qu'une illusion? Et si la personne qui vous obsède n'était même pas réelle? Nous allons maintenant nous plonger dans l'idée la plus dangereuse de Freud, le piège de la projection, où vous découvrirez que le partenaire de vos rêves n'est que le reflet de vos blessures les plus profondes. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne pourrez plus l'ignorer. Vous l'avez déjà ressenti, cette attirance électrique vers quelqu'un, la certitude que c'est la bonne personne. Mais que se passerait-il si la personne qui vous obsède n'existait pas? Et si l'amour que vous ressentez n'était pas pour elle, mais pour un fantôme, une projection de vos propres désirs insatisfaits, de vos blessures d'enfance, de vos fantasmes les plus profonds? Freud appelait cela le transfert, l'acte inconscient qui consiste à projeter d'anciennes émotions sur de nouvelles personnes. C'est la raison pour laquelle tant d'hommes se réveillent après des années de mariage en se demandant « Mais qui ai-je épousé ?» Commençons par une vérité brutale, l'amour n'est pas une découverte, c'est une hallucination. L'idée la plus controversée de Freud était que tout amour est, fondamentalement, une reconstitution de nos premiers liens affectifs. La façon dont vous avez aimé, ou n'avez pas aimé, vos parents déterminent les personnes qui vous attirent aujourd'hui. Une étude publiée en 2018 dans le Journal of Research in Personality a révélé que les personnes dont le père était émotionnellement absent avaient 62% plus de chances de rechercher des partenaires distants et peu fiables, car leur inconscient essayait de réparer le passé en conquérant quelqu'un qui ressemblait aux parents qui leur avaient fait du mal. Réfléchissez avez-vous déjà rencontré une femme froide, dédaigneuse, voire cruelle, et vous êtes-vous retrouvé obsédé par elle? Ce n'est pas de l'amour, c'est une compulsion de répétition, une tentative désespérée de réécrire l'histoire en conquérant l'inconquérable. La patiente de Freud, Dora, était prisonnière de ce cycle. Elle est tombée amoureuse d'un homme qui la traitait mal, non pas parce qu'elle aimait souffrir, mais parce que sa négligence reflétait celle de son père. Et voici le plus sombre, votre cerveau confond familiarité et destin. En 1895, Freud a écrit sur un phénomène qu'il a appelé « souvenirs écrans », des souvenirs faux ou déformés qui masquent des vérités douloureuses. La psychologie moderne appelle cela l'idéalisation, et c'est la raison pour laquelle tant de mariages s'effondrent après la phase de lune de miel. Prenons l'exemple suivant, un homme d'affaires prospère, appelons-le Daniel, a épousé une femme qu'il décrivait comme mystérieuse, enivrante, différente de toutes celles qu'il avait rencontrées auparavant. 2 ans plus tard, il était malheureux. Pourquoi? Parce que la femme qu'il avait épousée n'était pas réelle. Elle était une projection, une toile vierge sur laquelle il avait peint ses fantasmes d'aventure, de sophistication et de désir inaccessible. Lorsque l'illusion s'est brisée, il ne s'est pas retrouvé face à un être humain imparfait, mais face à l'horreur de son propre imaginaire. Ce n'est pas rare. Une étude publiée en 2021 dans Social Psychological and Personality Science a révélé que les couples qui s'idéalisaient mutuellement au début de leur relation étaient plus susceptibles de divorcer dans les 5 ans. Pourquoi? Parce que le fantasme ne peut survivre à la réalité. Et le mariage, comme l'a averti Freud, est le cimetière des illusions. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes restent dans des mariages malheureux longtemps après que l'amour ait disparu? Freud avait un terme pour cela, la pulsion de mort, thanatos, cette tendance inconsciente à l'autodestruction, le réconfort d'une misère familière. Il existe une célèbre expérience en psychologie comportementale appelée impuissance acquise. Des chiens soumis à des chocs électriques aléatoires ont fini par cesser d'essayer de s'échapper, même lorsque la porte était grande ouverte. Les humains ne sont pas différents. Un homme qui a été privé d'affection, critiqué ou trahi pendant des années peut perdre l'envie de partir, non pas parce qu'il en est incapable, mais parce que son psychisme a été conditionné à croire que la souffrance est tout ce qu'il mérite. Et voici le rebondissement le plus cruel, la société le félicite pour cela. C'est un homme droit. Il honore ses vœux. Non, c'est un prisonnier de son propre inconscient. Alors, comment échapper au piège de la projection? Tout d'abord, vous devez le reconnaître. Toute la méthode de Freud, la psychanalyse, repose sur un principe, rendre conscient l'inconscient. Cela implique de se poser des questions terrifiantes, suis-je amoureux d'elle ou de l'idée que je me fais d'elle? Me rappelle-t-elle quelqu'un de mon passé? Qu'est-ce que j'essaie de prouver en étant avec elle? Il ne s'agit pas seulement d'introspection, mais d'une véritable exploration psychologique. Et c'est la seule façon d'arrêter de répéter les mêmes schémas voués à l'échec. Mais que se passe-t-il si le plus grand piège n'est pas la personne que vous aimez, mais la raison pour laquelle vous aimez? C'est là que nous plongeons dans le concept le plus tabou de Freud, Héros et Thanatos, les forces jumelles de l'amour et de la mort. Vous découvrirez pourquoi vos passions les plus profondes sont liées à l'autodestruction, et comment vous en libérer avant qu'il ne soit trop tard.
Il existe en vous une force ancienne, implacable, insatiable, qui se moque de votre bonheur. Elle se moque de votre réussite, de vos rêves ou de votre survie. Elle ne veut qu'une seule chose, la répétition. La reconstitution d'une douleur familière, le lent démantèlement de tout ce que vous avez construit, le doux soulagement de l'autodestruction. Freud appelait cela Thanatos, la pulsion de mort. Et il pensait qu'elle était aussi puissante que la volonté de vivre. C'est dans le mariage que cette force se révèle le plus clairement. Vous avez déjà vu ce schéma, un homme épouse une femme qui ne lui convient pas à tous égards, instable, peu fiable, voire cruelle. Ses amis le mettent en garde. Sa famille le supplie de reconsidérer sa décision. Mais il ne peut s'en empêcher. Il y a un magnétisme, une addiction au chaos. Freud dirait que ce n'est pas de l'amour, mais une possession par la pulsion de mort, le besoin inconscient de retourner au néant, de s'abandonner à l'abîme qui lui semble être son foyer. Prenons cet exemple effrayant tiré des dossiers de Freud, un riche homme d'affaires, marié à une femme aimante et stable, devient soudainement obsédé par une prostituée qui le traite avec mépris. Il dépense des fortunes pour elle, néglige sa famille, détruit sa réputation, tout en sachant qu'elle ne l'aimera jamais. Pourquoi ? Parce que la pulsion de mort ne recherche pas la satisfaction, mais la souffrance. Les neurosciences modernes le confirment. Une étude publiée en 2021 dans Nature Human Behavior a révélé que le cerveau des personnes vivant dans des relations toxiques s'illuminait dans les mêmes régions que celui des héroïnomanes en sevrage lorsqu'elles étaient séparées de leur partenaire. La douleur n'était pas un bug, c'était une fonctionnalité. Le corps avait appris à aspirer à sa propre destruction. Et voici le plus troublant, la société romantique cette situation. Nous appelons cela passion, amour maudit, je ne peux pas vivre sans toi. Non, il s'agit d'un suicide psychologique au ralenti. Freud soutenait que la civilisation reposait sur la répression de nos instincts les plus destructeurs. Le mariage, en particulier, était un moyen d'apprivoiser la pulsion de mort masculine, de la rediriger vers quelque chose de productif, subvenir aux besoins, protéger, étouffer lentement. Mais que se passe-t-il lorsque la répression échoue ? L'histoire nous donne une réponse sinistre. Au XIXe siècle, en Europe, une vague de pactes suicidaires a balayé les jeunes couples mariés. Le cas le plus célèbre, celui des amants de Vérone, concernait un homme et une femme qui se connaissaient à peine, mais qui avaient juré de mourir ensemble plutôt que d'affronter la séparation. Freud dirait qu'il ne s'agissait pas de dévouement, mais de la pulsion de mort se faisant passer pour de l'amour. Aujourd'hui, les suicides sont plus subtils. Des hommes se tuent à la tâche dans des emplois qu'ils détestent pour subvenir aux besoins de famille qu'ils n'aiment pas. Des hommes restent dans des mariages qui les épuisent parce qu'ils ne peuvent pas les quitter. Ce n'est pas de l'honneur, c'est de l'autodestruction institutionnalisée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les hommes maltraités défendent si souvent leurs agresseurs ? Le concept freudien des identification à l'agresseur explique ce phénomène, il s'agit du dernier recours de la psyché pour survivre à une douleur insupportable en devenant ce qui la fait souffrir. Prenons l'exemple de Marc, un cadre supérieur marié à une femme qui le rabaisse quotidiennement. Lorsque son frère intervient enfin, Marc s'énerve, « Tu ne la connais pas comme moi. » Elle est juste stressée. Ce n'est pas de la loyauté, c'est de l'autocannibalisme psychologique, l'esprit se dévore lui-même plutôt que d'affronter la vérité. Une méta-étude publiée en 2022 dans Trauma Psychologie revient à révéler que les hommes vivant dans des relations émotionnellement abusives présentaient des schémas cérébraux similaires à ceux des prisonniers de guerre, dissociation, hypervigilance et sentiment de gratitude déformés envers leur ravisseur. La pulsion de mort avait gagné. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent, ils pensent qu'une liaison, un divorce, une nouvelle femme résoudront tout. Mais Freud a averti que la pulsion de mort ne veut pas la liberté, elle veut la répétition. Une étude historique menée pendant 30 ans à Harvard a suivi des hommes qui avaient quitté un mariage malheureux. 73% d'entre eux se sont retrouvés dans des relations presque identiques dans les 5 ans qui ont suivi. Pourquoi ? Parce que l'inconscient ne veut pas le bonheur, il veut ce qui lui est familier. Même si ce qui lui est familier est un enfer. La solution n'est pas une autre relation, mais le réveil de la transe. Identifiez le schéma. Quelle douleur familière revivez-vous ? La négligence ? La trahison ? L'adoration ? Remontez à ses origines. Quand l'avez-vous ressenti pour la première fois ? Avec un parent ? Un premier amour ? Interrompez le scénario. Choisissez consciemment autre chose, même si cela vous semble incorrect. Il ne s'agit pas d'auto-assistance, mais de désamorçage psychologique,
c'est-à-dire de désamorcer la bombe enfouie dans votre inconscient. Mais que se passe-t-il si le piège ultime ne se trouve pas en vous, mais est tissé dans le tissu même de la société? Dans le dernier chapitre, nous exposons le mariage comme le mécanisme de contrôle ultime, comment les rois, les églises et les entreprises ont utilisé l'amour comme une arme pour dompter les hommes, et comment récupérer votre âme de la machine. Une guerre est menée contre vous. Elle n'est pas menée à coups de balles ou de bombes, mais à coups de vœux et d'alliances, et par l'écrasement lent et méthodique de votre esprit sous le poids du devoir. Le mariage tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a jamais été une question d'amour. Il a toujours été une question de contrôle. Freud l'avait clairement compris lorsqu'il écrivait que « la civilisation exige le sacrifice de la nature masculine ». Que le masculin sauvage et indompté doit être brisé et harnaché comme une bête de labour. Et quel est l'outil le plus efficace pour cette domestication? L'institution du mariage. Considérez ceci, dans la Sparte antique, les guerriers n'avaient pas le droit de se marier avant l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce que l'État comprenait que les hommes mariés se battent moins férocement. Leur agressivité est diluée. Leur loyauté est divisée. Rome n'est pas tombée lorsque les barbares ont pris d'assaut ses portes, mais lorsque les hommes romains se sont davantage préoccupés des querelles domestiques que de la gloire impériale. L'histoire nous montre à maintes reprises que la plus grande menace pour toute structure de pouvoir est l'homme sans attache, l'homme qui n'a rien à perdre. C'est ainsi que des systèmes ont évolué pour garantir que chaque homme ait quelque chose à perdre. La révolution industrielle n'a pas seulement changé notre façon de travailler, elle a également réinventé les raisons pour lesquelles les hommes se marient. Avant le 19e siècle, le mariage était avant tout un arrangement économique entre familles. L'amour était une considération secondaire, voire inexistante. Mais lorsque les usines ont remplacé les fermes, un nouveau problème est apparu, les hommes disposant d'un revenu disponible et de temps libre sont dangereux. La solution? L'idéal romantique du mariage a été fabriqué, vendu aux hommes comme leur but ultime, tandis que le système juridique transformait discrètement les épouses en personnes à charge permanente. Freud a observé ce changement de première main dans la société victorienne, où les hommes de la classe moyenne étaient soudainement censés être à la fois des soutiens de familles stoïques et des maris émotionnellement disponibles, une contradiction impossible qui a conduit beaucoup d'entre eux à des dépressions nerveuses. Le terme « neurasthénie », un diagnostic fourre-tout pour l'anxiété masculine, a explosé pendant cette période. Ces hommes n'étaient pas malades, ils étaient institutionnalisés, pris au piège entre leurs instincts biologiques et les exigences de la société qui rendaient ces instincts inacceptables. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Historical Sociology a analysé les registres des asiles du 19e siècle et a révélé que les hommes mariés étaient 3 fois plus susceptibles d'être internés pour « hystérie » ou « mélancolie » que les hommes célibataires. La cause? Non pas le mariage en soi, mais la dissonance cognitive entre le fait qu'on leur disait que la vie domestique les comblerait et le fait que leur pulsion primaire réclamait à grands cris la liberté. Les lois modernes sur le mariage n'ont pas évolué, elles ont été conçues. Conçues pour transformer les hommes en serviteurs sous contrat. Prenons l'exemple de la loi britannique de 1857 sur les causes matrimoniales, qui autorisait le divorce, mais exigeait des hommes qu'ils prouvent l'adultère et une infraction supplémentaire telle que la cruauté ou l'abandon, alors que les femmes n'avaient qu'à prouver l'adultère. Ce n'était pas de la justice, mais une incitation à la dépendance des femmes. Passons maintenant aux tribunaux familiaux d'aujourd'hui, où les hommes perdent la garde dans 82% des cas, alors que seulement 4% des litiges relatifs à la garde font l'objet d'un procès, selon le Bureau du recensement des États-Unis, 2022, et où les fausses accusations de violence domestique augmentent le taux de condamnation de 450%, Harvard Law Review, 2021. Ce n'est pas un système juridique, c'est un piège qui convainc les hommes d'y entrer volontairement en habillant le mécanisme du langage de l'amour et de l'engagement. Le concept le plus controversé de Freud, l'envie du pénis, était en réalité une fausse piste. Le véritable phénomène est l'envie du pourvoyeur, c'est-à-dire l'obsession de la société à rendre les hommes vulnérables sur le plan financier et émotionnel. Toutes les comédies romantiques, toutes les publicités pour les mariages, tous les mèmes, femmes heureuses, vie heureuse, renforcent le même message, votre valeur réside dans votre utilité. Une étude du MIT sur la publicité réalisée en 2022 a révélé que les représentations des maris dans les médias se répartissent en 3 catégories. 1. Le bouffon maladroit qui a besoin des conseils d'une femme. 2. Le portefeuille, utilité financière uniquement. 3. Le pécheur repentant, coupable jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas un hasard, c'est un conditionnement social à l'échelle industrielle. Lorsqu'un district scolaire du Minnesota a introduit en 2021 des ateliers sur la honte du pourvoyeur,
Destiné aux garçons de 10 ans, leur enseignant que les ambitions masculines traditionnelles étaient oppressives, il ne s'agissait pas d'éduquer les enfants. Il s'agissait de dompter des étalons. Reconnaître le piège est la première étape. Pour le surmonter, il faut 1. La souveraineté financière, le contrat prénuptial est votre épée, la séparation des biens, votre bouclier. 2. Des connaissances juridiques, renseignez-vous sur les lois de votre État en matière de divorce avant de dire « oui ». 3. Une armure psychologique, la thérapie n'est pas une faiblesse, c'est une évaluation des menaces pour votre esprit. Mais surtout, rejetez le scénario. Le plus grand acte de rébellion n'est pas de refuser de se marier, mais de refuser de jouer le rôle qui vous est assigné si vous le faites. Il ne s'agit pas d'abandonner l'amour, mais de le redéfinir selon vos propres termes. Les Grecs avaient 3 mots pour désigner l'amour, éros, passion, philéo, amitié. Agape, engagement inconditionnel. Nulle part dans cette liste ne figure l'esclavage légal ou la servitude financière. Le génie de Freud a été de nous montrer que nous ne pouvons pas échapper à notre nature, mais que nous pouvons cesser de laisser la société l'utiliser comme une arme contre nous. Le choix n'est pas entre le mariage et la liberté. Il s'agit plutôt de choisir entre tomber dans un piège les yeux fermés ou y entrer les yeux grands ouverts. La guerre pour votre âme a toujours existé. Vous voyez maintenant le champ de bataille.